Theodore dit Ted Kaczynski, qu'on surnomme Unabomber, il est né le 22 mai 1942 à Chicago, dans l'Illinois. C'est un terroriste américain. Donc, dans le fond, c'est ce qu'on peut lire dans sa notice Wikipédia. Puis évidemment, donc, dans le fond, ça a été quelqu'un qui a été recherché par le FBI pendant au-dessus d'une vingtaine d'années, en réalité. De formation, c'est un mathématicien. J'y reviendrai un peu sur ça. Ça peut paraître un détail, mais en réalité, c'est que c'est un peu le titre du podcast aussi, Le génie au service du mal. Et pourquoi je dis ça, c'est que Kaczynski est un génie. Donc, c'est un gars qui... Kaczynski il est rentré à l'université d'Harvard en mathématiques. Je pense qu'il avait 15 ans ou 16 ans. Donc, c'est un surdoué. On prétend qu'il avait probablement aussi environ entre 160 et 170 là, de quotient intellectuel, ce qui est énorme. Un humain normal, c'est 100. La moyenne haute, c'est 110, 120. La moyenne basse, 90. Plus votre quotient intellectuel est élevé, plus vous êtes doué pour les abstractions, c'est-à-dire plus vous êtes capable de comprendre des choses abstraites qui n'ont pas de référent matériel. Donc, vous imaginez que je suis allé vérifier un peu, mais je pourrais même pas vous expliquer en quoi consistent ces recherches mathématiques. Donc, à la base, lui, il avait sciemment refusé de faire des mathématiques appliquées parce qu'il voulait pas, comme Einstein, par exemple, que ses recherches soient reprises pour donner, je sais pas moi, une bombe ou ce qui est paradoxal parce qu'il va finir par en faire sauter lui-même, mais il ne voulait pas qu'il y ait d'usage industriel à ces découvertes mathématiques, ce qui explique pourquoi il est allé dans les mathématiques très abstraites, puis là, je pourrais essayer de vous expliquer qu'est-ce qu'il a fait dans sa thèse de doctorat, puis dans ses recherches en mathématiques, mais c'est des histoires de théorèmes là, sur sur des relations entre les variables dans une équation algébrique. Là. Bref, faudrait faire des mathématiques très poussées là, pour essayer de comprendre ça. Puis comme je vous ai dit, étant donné son quotient intellectuel élevé, probablement qu'il s'est attaqué à des problèmes mathématiques dont probablement quelques personnes sur Terre seraient capables de comprendre. Donc, c'est pas loin de moi l'idée d'essayer de vous faire croire que je comprends ce qu'il a dit là-dedans. Donc, pourquoi ce personnage attire l'attention? C'est qu'en 78, Kaczynski envoie une bombe artisanale, sa première, à Northwestern University. L'agent de sécurité du campus ouvre le colis. C'est un certain Terry Maker. Lui a subi des coupures, des brûlures mineures lorsque la bombe a explosé. Puis c'est le début d'une série d'attentats qui ont duré 17 ans où Kaczynski utilisait des bombes artisanales. Donc, il s'est attaqué à qui? Il a essayé de faire exploser le vol 444 d'American Airlines en 1979. Il a envoyé un colis piégé au président de United Airlines, Percy Wood, en 1980. Il a envoyé une bombe à l'université de Utah en 81. Il a envoyé une bombe à la secrétaire de l'université de Vanderbilt, Janet Smith, en 82. Il s'en est pris avec un colis piégé aussi au professeur d'ingénierie de l'université de Berkeley en Californie, Diogène Angelakos. Il a aussi essayé de s'en prendre à un gars qui s'appelle John Hauser. Lui était un étudiant diplômé de l'Université de Californie aussi, qui travaillait pour la compagnie Boeing dans les années 80. Il s'en est pris aussi à James McConnell, professeur de psychologie, et à son assistant de recherche, donc tous deux à l'Université du Michigan dans la fin des années 80. Donc, au total, le FBI a suivi 16 colis piégés qui ont été envoyés par Kaczynski. Donc, ils ont fait, grosso modo, 23 blessés et 3 morts. Donc, il y en a qu'on n'est pas encore capable de rattacher à lui. Donc, ça, on reste dans l'hypothétique, mais c'est pas mal ce qu'on pense qui pourrait être attribué à Kaczynski. Il y a juste 2 bombes qui ont été identifiées comme provenant directement de lui, qui ont explosé, mais on sait au moins qu'il y en a 16 qui ont été créés. Pourquoi on sait ça? C'est que quand ils ont perquisitionné sa cabane, à un moment donné, ils ont découvert des plans, ils avaient tout noté ses affaires, qu'est-ce qu'il voulait faire, puis bref, ils ont su que c'était lui à ce moment-là. Donc, vers le début de son règne d'attentat à la bombe, donc en 78-79, le service postal américain, le Bureau de l'alcool, du tabac et des armes à feu et le Federal Bureau of Investigation, donc le FBI, ont pris acte de ce que Kaczynski faisait, puis ils l'ont surnommé sous l'acronyme de Unabomb. Donc, il s'est fait appeler Unabomb ou Unabomber.
On disait, ben, c'était en fonction, comme j'ai dit, des bombes qu'il envoyait à des compagnies aériennes. L'enquête va durer 2 décennies, donc comme je l'ai dit, une vingtaine d'années. Le groupe de travail est passé à plus de 150 membres à un moment donné. Ils ont enquêté sur la vie des victimes pour essayer de récupérer des traits communs, essayer de voir pourquoi, qu'est-ce qu'il y avait en commun entre deux personnes qui ont ouvert un colis piégé, n'arrivaient pas à trouver. Et une des raisons pour lesquelles ils ont pris 20 ans à trouver Kaczynski, c'est que, comme je l'ai dit, 167 probablement de QI, 170 dans ces eaux-là, le gars était un génie. Donc, il a pris soin de laisser aucune preuve médico-légale sur la scène des crimes. Il utilisait juste des matériaux faciles à trouver pour fabriquer des bombes. Donc, il savait que s'il utilisait des composantes rares, on allait savoir qui les avait achetés, où, quand et comment. Donc, il achetait uniquement des trucs qu'on pouvait trouver un peu partout, donc des bombes artisanales que n'importe qui aurait pu fabriquer, ne serait-ce que si on en connaît le fonctionnement. Puis ces victimes étaient choisies au hasard. Donc, il savait qu'en les choisissant au hasard, la police, ou disons les services secrets, ne pourraient jamais remonter jusqu'à lui pour essayer de prouver quoi que ce soit. Donc, c'est en 95 que lorsque son essai de 35 000 mots, intitulé originellement en anglais Industrial Society and its Future, donc en français La société industrielle et son avenir. C'est de ça dont il va être question. Dans le fond, à un moment donné, ils ont essayé de marchander avec lui, puis lui il a dit ben, si vous publiez mon manifeste, je vais me rendre à la police, ou en tout cas, je vais collaborer. Donc, le 19 septembre 1995, le manifeste est publié dans le Washington Post et le New York Times. Et parmi les milliers de réponses et de conseils qui sont reçus pendant des mois, donc dans le fond, plein de gens réécrivent, disent « Ah, je pense que je pourrais savoir c'est qui ». Le FBI, à un moment donné, se fait contacter par un certain David. Donc, David Kaczynski, qui est le frère de Ted. Et comment lui il a fait pour le reconnaître, savoir que c'était lui, c'est qu'il connaissait le style de son frère. Donc, à un moment donné, par l'analyse linguistique aussi du manifeste, ils ont été capables de savoir que c'était Kaczynski parce que Kaczynski entretenait une correspondance avec son frère David. Et puis, on retrouvait à l'intérieur de ça les mêmes formulations qui étaient somme toute unique à Kaczynski. Justement, il y a une série qui s'appelle, je crois, justement, Unabomber sur Netflix que je vous conseille absolument d'aller voir, où je ne sais pas si cet aspect-là est véridique, là, historiquement, ou si c'est comme ça que ça s'est passé ou pas, mais on raconte là-dedans que Kaczynski était comme je l'ai dit, quelqu'un de très intelligent. Il savait que historiquement, l'expression on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre s'écrivait originellement on peut pas avoir l'argent du beurre et le beurre. Et puis lui, il l'écrivait comme ça. Mais ça, pour savoir ça, il faut avoir étudié, je veux dire, l'histoire, la linguistique, tout ça. Donc lui, il le savait. Et puis il avait déjà écrit cette expression-là dans une lettre à son frère. Et puis il l'aurait écrit quelque part dans je pense, l'avant-propos d'une des versions du manifeste. Donc, cette affaire-là a permis aux enquêteurs de faire le lien entre les lettres qui étaient envoyées à Kaczynski, au frère de Ted, David, et le manifeste. Donc, de faire le lien entre Ted Kaczynski et le fameux Unabomber qu'on cherche. Donc, le 3 avril 1996, qu'est-ce qui se passe? Les enquêteurs arrêtent Unabomber dans sa minuscule cabane primitive, donc dans le fond, lui, c'était situé dans le Montana, près de la ville de Lincoln. Rendu là-bas, ils ont trouvé des journaux qui décrivaient pratiquement tout, comme je l'ai dit, que Unabomber avait l'intention de faire ou avait fait. Au-dessus de 40 000 pages de notes de toutes sortes de choses. D'ailleurs, c'est ce qui est très drôle, c'est que en fait, je crois qu'ils ont fini de décrypter tout ça dans le milieu des années 2000 parce que dans son délire, Kaczynski avait codé ses notes. Donc, il avait inventé un langage codé. Et puis, toutes ces notes, toutes ces affaires qu'il avait laissées là-dedans étaient illisibles pour quelqu'un qui ne fait pas de cryptographie. Donc, et puis, ça a pris presque 10 ans décrypter l'entièreté du carnet. Puis là-dedans, ben, ça décrivait tous les crimes de Kaczynski, comment il avait fait les bombes, comment il s'y prenait, pourquoi il visait telle personne, etc. Et
justement, il y a des enchères qui ont été, il y a des enchères qui ont été faites à un moment donné pour essayer de dédommager les victimes des attentats de Kaczynski. On a vendu des articles qu'on a retrouvés dans la cabane. Puis les autorités ont remis à peu près, je pense, pas loin de 200 000 piastres aux victimes et aux membres de leur famille. C'est pas grand-chose. Tu penses à ça, des fois, tu te dis, est-ce que c'est un peu spécial de savoir que quelqu'un veut acheter quelque chose, un objet qui était dans la cabane de Kaczynski pour des enchères. Là. Tout ça, c'est un peu intense. Donc, finalement, tout ça se dénoue un peu par en date du 22 janvier 1998, donc presque 2 ans plus tard, Kaczynski plaide coupable de ses crimes accepte ainsi 8 condamnations à pas 8 ans, ça s'arrête au Canada, 8 condamnations à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Autrement dit, la prison à vie 8 fois. Je veux dire, là-bas, on n'y est pas. Et il est placé en détention dans un établissement pénitentiaire là, aux États-Unis, dans le Colorado, si ma mémoire est bonne. Et dans une place qui était connue sous le nom de l'Alcatraz des Rocheuses, parce que c'était impossible, soi-disant, de s'en évader. On dit qu'il passe là-bas à 23 heures par jour, isolé dans sa cellule. On le laisse sortir un peu pour manger et pour se laver. Aujourd'hui, finalement, ben, le prodige des mathématiques, hein, formé à Harvard, comme je l'ai dit, avec un quotient intellectuel de 165, 170, finaliste aussi, il a été finaliste du mérite national ça, c'était décerné à des gens qui étaient des prodiges en mathématiques. Il s'adresse quand même assez régulièrement aux médias. On peut retrouver des communications de lui où finalement, il témoigne un peu de sa vie. On en apprend un peu là-dedans sur le contexte de sa folie, si je peux dire, les documents qu'on dispose un peu sur sa vie, parce qu'on ne connaît pas grand-chose de la vie de Kaczynski, hormis les témoignages que son frère a fait, les documents d'archives qu'on a de son passage à l'université d'Harvard, mais on dit qu'il aurait été pendant 3 ans sujet il aurait été participant, ou en tout cas sujet d'expériences psychologiques à Harvard qui ont été dirigées par Henry Murray. Donc, Henry Murray, c'est un gars qui faisait partie, supposément, de l'histoire on voit ça aussi dans la série de MK Ultra. Donc, qui étaient ces espèces d'expériences, de manipulation psychique que des psychologues faisaient pour savoir quel effet on pouvait avoir en donnant du LSD à des patients, puis en les soumettant à des espèces d'expériences où on humiliait Bref, c'est un peu sordide, là, tout ça. Là. D'ailleurs, Kaczynski aurait dit à son frère que c'était la pire expérience de sa vie, d'autant plus que lui était plus jeune parce qu'il est rentré avec une bourse, comme je l'ai dit, à Harvard à l'âge de 16 ans, alors que habituellement, on rentre à l'université un peu plus vieux que ça. Déjà à 25 ans, il a son doctorat en mathématiques de l'Université du Michigan. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'avais pas le nom, mais je le retrouve en fouillant dans mes notes. Il va trouver une preuve du théorème de Wedderborn. Donc, s'il y en a qui connaissent les mathématiques, mais bref, je rentrerai pas dans le détail de tout ça. Ça devient un peu compliqué puis inutilement lourd. Dans les années 60, avant de toute l'histoire de Unabomber. Pourquoi je m'éternise un peu là-dessus, c'est que c'est important pour comprendre, comme je dis, le contexte de sa folie ou le contexte du délire, si on veut, parce que en 1977, c'est ça, 67, il devient professeur et assistant en mathématiques à l'Université de Californie. Vous allez vous rappeler, il a envoyé beaucoup de colis piégés aussi à l'Université de Berkeley en Californie, probablement pour se venger de quelque chose qui s'est passé là-bas. Plutôt que de se tourner vers la recherche parce qu'il ne se sent pas très à l'aise dans l'enseignement, on ne sait pas trop pourquoi, mais en 69, il démissionne. Donc, c'est un peu spécial. Le gars, il s'en va à l'université, c'est un prodige. À 25 ans, il a son doctorat. 2 ans plus tard ou 3 ans plus tard, il devient professeur à l'université. Donc, il n'a même pas 30 ans, il est professeur d'université. Et finalement, 2 ans plus tard, à 30 ans, 31 ans, il démissionne puis il retourne vivre chez ses parents. Mais ça ne va pas durer. Donc, en 70, il convainc son frère David. Je ne me trompe pas, David est peut-être 2 ans plus jeune ou 2 ans plus vieux. Ils n'ont pas une grosse écart d'âge. Donc, en 70, qu'est-ce qu'il fait? Il s'achète avec son frère une terre dans le Montana. Et ensemble, ils se mettent d'accord pour construire une cabane là-bas, sur cette terre-là. Mais rapidement, David se distance de Ted parce que Ted,
comme souvent les gens très intelligents, il est socialement un peu mésadapté, il est assez désagréable. Et surtout, il est pas très aimable envers la femme de David. Il manque souvent de respect, puis David n'aime pas ça. Puis progressivement, ben, Ted devient le seul à aller à la cabane, bien que ensemble, comme je l'ai dit, ils vont entretenir une genre de correspondance dans lequel d'ailleurs Ted est absolument odieux envers son frère et dit que tu sais, il fait référence au fait qu'il est plus intelligent que lui, il est au bout de champ, puis bref, c'est pas un être humain très, très agréable. C'est pas très surprenant étant donné ce qu'il a fait, vous me direz. Mais bref, comme je disais, dans ses multiples commentaires avec les médias, dans des entrevues que des gens ont faites avec lui, Kaczynski va parler de la vie qu'il menait dans sa petite cabane sans électricité et sans eau courante. Donc, un style de vie pour le moins rustique, hein, on va dire ça de même. Donc, c'est ce style de vie dans cette cabane que ses avocats vont essayer d'utiliser un moment donné dans son procès pour mettre en question sa santé mentale. Donc, autrement dit, pour essayer d'avoir une sentence un peu plus bonbon, parce qu'on va dire, bon, mais Ted, il a pas toute sa tête, puis peut-être qu'il mérite pas nécessairement d'aller en prison pendant 8 vies. Kaczynski va être vraiment offensé de ça. Lui, il se voit comme un être supérieur, doté de ce qui est d'une certaine manière vrai. On est obligé de l'admettre, même si, comme je l'ai dit, c'est un génie au service du mal. Il va déclarer d'ailleurs, hein, j'ai retrouvé sur un site des extraits d'une entrevue qu'il avait donné à un journaliste. Il dit, là je le cite, j'ai pas mal d'expérience pour identifier les plantes sauvages comestibles, dit-il fièrement. C'est certainement l'une des activités les plus gratifiantes que je connaisse. Aller dans le bois et chercher les choses qui sont bonnes à manger. Mais le problème avec un endroit comme le Montana, en quoi il diffère des forêts de la côte Est, c'est que les féculents végétaux sont beaucoup moins disponibles. Il y a des racines comestibles, mais elles sont généralement très petites et la répartition est limitée. Les meilleurs poussent habituellement plus bas dans les zones agricoles, en fait dans des ranchs. Et les fermiers ne veulent probablement pas qu'on creuse dans leurs prairies, donc les féculents étaient les aliments des civilisés. J'ai acheté de la farine, du riz, de la semoule de maïs, des flocons d'avoine, du lait en poudre et de l'huile de table. Donc, il raconte là-dedans qu'il vivait une espèce de vie d'ermite dans le bois, dans sa cabane, puis il chassait, puis tout ça, mais finalement, il manquait des trucs parce qu'il y avait de la misère à survivre pour cultiver certaines affaires. Donc, il trouvait le moyen d'avoir un peu d'argent tout le temps, puis il allait acheter de la farine, du riz, du lait, puis des trucs comme ça dans des magasins. Et puis là, on se dit, ben, c'est quoi l'élément déclencheur? Parce qu'à la limite, je veux dire, bon, les expériences sur sa vie... le gars, il devient un peu timbré, subit de la maltraitance psychologique avec le truc de MK Ultra. Mais pourquoi ça n'en est pas juste resté à le mathématicien fou d'une cabane en bois rond qui, finalement, essaie de résoudre des théorèmes bizarres, puis il chasse il fait des collets, puis il attrape des lapins, puis il les mange. C'est pourquoi ça n'en est pas resté là? Pourquoi il a décidé d'envoyer des colis piégés, de mettre en danger la vie du monde? Ben, en fait, il raconte dans cette histoire-là. Pas il ne rédit pas c'est l'élément déclencheur, mais je veux dire, on l'apprend un peu là-dedans. Donc, il admet volontiers qu'il a fait un peu des conneries dans les années 70, mais il dit qu'il y a un temps où il décide de consacrer davantage son énergie à combattre le système. Puis là, il va décrire un peu pourquoi il en est arrivé là. Puis là, je vous lis une autre partie de son entrevue avec le journaliste. Il dit « Le meilleur endroit pour moi était le plus grand vestige de ce plateau qui date de l'ère tertiaire. C'est un pays ondulé, pas plat. Et quand vous allez à un coin, vous trouvez ces ravins à pic qui découpent des dénivelés comme des falaises, et il y avait même une chute d'eau ici. C'était environ à 2 jours de marche de ma cabane. C'était le meilleur endroit jusqu'à l'été de 1983. C'était là, il y eut trop de gens autour de ma cabane, donc j'ai décidé qu'il me fallait un peu de tranquillité. Je suis retourné vers le plateau, et quand je suis arrivé ici, j'ai vu qu'il avait tracé une route juste en plein milieu. Et le journaliste note que sa voix s'affaiblit. Il fait une pause et puis continue. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point j'ai été bouleversé. C'est à ce moment que j'ai décidé que, plutôt que d'essayer d'acquérir davantage d'aptitude pour la vie sauvage, je travaillerai à me venger du système. Vengeance. Ce n'était pas la première fois que je faisais des bêtises, mais à ce moment, ce genre de choses devient une priorité pour moi. Je fis un effort conscient pour lire des choses qui étaient en rapport avec les questions sociales, spécifiquement le problème technologique. D'abord, je voulais comprendre comment les sociétés changent, et dans ce but, j'ai lu de l'anthropologie, de l'histoire, un peu de sociologie et de psychologie, mais surtout de l'anthropologie et de l'histoire. Donc, je le raconte un peu dans le livre, ça, c'est que
Kaczynski, c'est ça dont on parle assez peu souvent, puis là, beaucoup de gens me disaient, beaucoup de gens, quelques personnes m'ont dit, pourquoi tu dis Kaczynski, ça a un lien avec la décroissance? Ben, pour cette chose précise-là que Kaczynski, on ne sait pas exactement quand, mais à un moment donné, il tombe dans sa recherche de comprendre la société, l'impact de la technologie, tout ça, il tombe sur un livre de Jacques Ellul. Jacques Ellul, en 1970, je pense, ou 69, fait publier un livre qui s'appelle Le système technicien, dans lequel il explique comment l'homme est devenu un esclave de la technologie, dont la technologie n'est plus là. On est en 70, là. Imaginez ce qu'il dirait aujourd'hui. Donc, il explique là-dedans que la technologie est plus au service de l'homme, mais l'homme est au service de la technologie. Et puis ça, je ne rentrerai pas dans tous les détails de ce que dit Ellul, là. Je suis un peu plus précis dans le livre. Tout ça pour dire que Kaczynski, ça a un impact incroyable sur lui. C'est l'influence d'Ellul, et il y aura probablement une recherche au complet à faire là-dessus. L'influence d'Ellul dans la pensée de Ted Kaczynski, ça va être déterminant chez lui. D'ailleurs, quand on lit le manifeste, La société industrielle et son avenir, c'est pratiquement que du Ellul reformulé ou modifié, si je peux dire. Donc, l'influence est là. Et puis Jacques Ellul, c'est un des maîtres à penser les plus influents du courant de la décroissance. D'ailleurs, dans une édition parrainée par Serge Latouche des précurseurs de la décroissance, il y a un numéro complet il y a un petit livre complet sur Ellul. Donc, le lien, il est là. Donc, je poursuis l'entretien avec le journaliste. Dans le bois, finalement, il s'invente sa propre spiritualité. C'est là qu'on voit que je dis pas que la spiritualité, ça dénote un problème de santé mentale, mais vous allez comprendre, c'est vraiment à ce moment-là, moi, en lisant ça, je me suis dit, OK, le gars, il est brillant, mais il s'en vient foncièrement crackpot. Donc, il dit, alors que je vivais dans les bois, je me suis en quelque sorte inventé des dieux, à moi. Et il rit, nota le journaliste. Non pas que je croyais en ces choses intellectuellement, mais c'était des idées qui correspondaient en quelque sorte à certains sentiments que j'avais. Je crois que le premier que j'ai inventé fut le grand-père lapin. Vous savez que les lapins des neiges étaient ma principale source de viande pendant des hivers. J'avais passé beaucoup de temps à apprendre ce qu'ils font et à suivre leurs traces tout autour avant de pouvoir m'approcher suffisamment pour les tuer. Parfois, vous suivez un lapin, à la trace, tout autour, et ensuite les traces disparaissent. Vous ne pouvez pas comprendre où ce lapin est allé sans laisser de traces. Je me suis inventé un mythe, que c'était le grand-père lapin, le grand-père qui était responsable de l'existence de tous les autres lapins. Donc, en même temps, ça démontre aussi qu'est-ce que ça peut créer l'isolement. En ce moment, on est dans une période où on minimise un peu les effets de tout ça. Ah, c'est pas grave, là, les gens ils restent chez eux, puis tout est correct. Mais quand vous lisez ça, vous dites, ouais, mais finalement, même quelqu'un avec un quotient intellectuel très élevé, très au-dessus de la moyenne, même quelqu'un qui résout des problèmes de mathématiques très poussés, isolé dans une cabane dans le bois avec comme seul contact social d'écrire de temps en temps une lettre à son frère, l'isolement provoque des choses plus ou moins normales. Il y a même d'autres bouts où le journaliste lui demande que c'est quoi une journée typique dans ta vie. Puis là, il dit tu sais, je me levais en plein milieu de la nuit, je mangeais, mais tu vois que son mode de vie, sa façon d'être enfermé comme ça, il n'y a pas grand-chose de sain là-dedans. Là. Tout semble un peu désordonné, tout semble un peu... On ne voit pas très bien où ça s'en va dans son affaire. Donc, c'est une espèce de mode de vie survivalisme et sans fusil. Autrement dit, là, c'est très particulier, très, très, très particulier. Ce qui nous amène au manifeste comme tel. Donc, le manifeste, vous pouvez le trouver... moi, je l'ai trouvé on peut l'avoir sur Internet, je pense, libre de droit. Là. Faites ça, là. Ted Kaczynski, La société industrielle et son avenir, genre PDF, je sais pas quoi, vous allez le trouver. Mais moi, je l'ai acheté dans une petite collection parce que je trouvais le titre assez marrant. Ça s'appelle L'Encyclopédie des nuisances. Donc, c'est tous des gens un peu crackpots, là, qui sont publiés là-dedans. Donc, ça reste quand même assez drôle. Puis, je regarde l'étiquette en arrière. Je pense même que j'ai dû acheter ça dans une librairie d'ici.
Donc, ce qui fait que c'est encore plus spécial. Donc, comme je l'ai dit, la preuve que la pensée de Kaczynski n'est pas sans lien avec la décroissance et l'influence des cellules, mais c'est aussi le fait qu'il y a un lien direct avec l'écologie. Donc, décroissance, cellules, écologie. Pourquoi? Ben parce que j'ai trouvé le résumé du livre, parce que le livre, ça fait longtemps que je l'ai lu, je l'avais relu, puis à un moment donné, je me dis, genre, je vais aller voir ce que les gens disent. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait des critiques de ce livre-là? Et puis, j'ai trouvé un résumé du livre sur un site dont je l'ai noté parce que ça me faisait assez rire. Ça s'appelle sauverlaterre.ffree.fr. Donc, on voit un peu où ce genre de propos-là a fait du chemin. Donc, c'est un livre qui est assez mal foutu au niveau de la forme, là, je dirais. Les idées sont développées une à la suite des autres, mais dans un ordre un peu arbitraire, là. C'est-à-dire que en fait, l'ordre dans lequel je vais vous le présenter n'est pas nécessairement celle dans lequel le livre a été écrit. Donc, ça y va chapitre par chapitre, mais il aurait pu être fait dans un ordre comme dans une autre. Il n'y a pas nécessairement de développement purement logique là-dedans, ce qui est quand même assez spécial là, pour un propos de ce type-là, parce que faut surtout pas faire la gaffe de lire ça en se disant Kaczynski, c'est un malade dans la tête, il a envoyé des bombes à du monde, ça doit être n'importe quoi ce qui est écrit là-dedans. En réalité, c'est quand même une réflexion assez poussée sur plein de points. Puis, comme je l'ai dit, c'est normal. C'est une intelligence supérieure, là. Donc, une intelligence détraquée, mais une intelligence supérieure, pareil.